Bonsoir à toutes et à tous. Alors, où que vous soyez, l'avantage à Afranum, on ne vous voit pas, mais on vous imagine partout, de Dakar à Ouagadougou, en passant par Yaoundé, Paris, Berne, Lausanne. Voilà, donc fin d'année, notre 6e édition de l'Afranum. Alors, j'en profite pour vous dire que si vous remerciez d'abord si vous avez eu le plaisir de suivre toutes les éditions précédentes, mais aussi vous rappeler que si vous le souhaitez, vous offrir un petit plaisir de nos Afranum, eh bien, vous pouvez le faire, les revoir en replay sur le site de l'Afravie. C'est simple. Alors, aujourd'hui, notre thématique, c'est femmes, VIH, hépatite, pharmacologie. Et on a le plaisir d'accueillir deux super experts, un garçon et une fille. C'est aussi ça une norme. D'abord, le docteur Roland Tubiana, qui a une grande expertise sur le VIH et puis surtout sur les femmes, sur les grossesses. Donc, il sera clairement la personne tout à fait indiquée pour faire ce topo et puis surtout répondre à toutes les questions. J'aurai le plaisir de co-modérer la session avec Gilles Vandler, qui va nous rejoindre, qui donnait un cours. Vous voyez, les académiques n'arrêtent pas, et qui introduira, et c'est un grand plaisir pour moi aussi de le faire, c'est Katia Marzolini, qui est une super pharmacologue clinicienne, dès qu'on n'en fait pas beaucoup, et qui va vous initier aux interactions et en particulier à des outils extrêmement utiles. Voilà, donc je vais lancer. Je vous ai introduit, donc j'ai introduit Roland Tubiana. Donc il est praticien hospitalier donc à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans le service de maladies infectieuses. Il est aussi le président de l'association Soltis, qui existe depuis fort longtemps et dont les thèmes sont le VIH, la santé sexuelle, l'implémentation des projets en santé en Afrique subsaharienne. Voilà. Place à toi, Roland. Merci Christine. Nous sommes donc depuis Paris, comme on vient de vous le dire. On a beaucoup de choses à se dire dans un temps limité. Vous aurez quand même assez de temps pour poser des questions. Ce qui nous semble très important, c'est le dialogue avec vous. Vous pouvez même interrompre si vous avez une question brûlante. Sinon, vous avez un quart d'heure après le topo. Donc, on commence par trois petites questions, trois quiz. Hein. Le premier, vous découvrez une infection VIH chez une femme enceinte. Situation classique. En ce qui concerne la prévention de la transmission à son bébé, proposition numéro 1, il faut débuter le traitement antirétroviral aussitôt que possible. Proposition numéro 2, il faut attendre le 2e trimestre de grossesse avant de débuter ce traitement. Proposition suivante, il faut attendre le génotype de résistance pour débuter un traitement antirétroviral. Ensuite, la césarienne sera systématique pour mode d'accouchement. Et ensuite, le traitement antirétroviral augmente le risque d'accouchement prématuré. Je vais prendre 5 secondes pour vous laisser réfléchir à cette question et on va passer à la deuxième. C'est bien ça, hein? Deuxième question, donc. Concernant le choix d'un traitement antirétroviral chez une femme infectée par le VIH naïve d'antirétroviraux, avec un bilan montrant 500 lymphocytes CD4 et une charge virale à 5000 copies. Cette femme désire un enfant, donc nous proposons, on peut donner tous les antirétroviraux nouveaux disponibles. On attend qu'elle soit enceinte pour traiter. Il faut traiter avant la conception avec un traitement recommandé pour la grossesse. Les inhibiteurs d'intégrase sont interdits. Je vous laisse quelques secondes pour digérer. Concernant le traitement pendant la grossesse,
nous vous proposons les inhibiteurs de protéase sont obligatoires. En cas d'utilisation de la rilpivirine, il faut s'assurer des concentrations plasmatiques à partir du 2e trimestre. Le cobicistat ne pose aucun problème pendant la grossesse. Ensuite, l'OMS recommande un traitement contenant du dolutegravir. Et enfin, le contrôle de la charge virale doit être maintenu jusqu'à l'accouchement pour protéger de la transmission mère-enfant. Je vous laisse quelques secondes parce qu'il y a beaucoup d'items dans ces questions. On va essayer de balayer tout ça en quelques minutes. Et voilà, je vous laisse répondre. 10 secondes, me dit-on. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vous pouvez continuer pendant les blancs. Alors, une fois débuté le traitement antirétroviral au stock possible, 97%, bravo. Non, je n'ai pas le droit. On balaye le reste, on n'attend pas le 2e trimestre, il faut attendre la génétique de naissance, non, certainement pas. La césarienne n'est plus systématique depuis longtemps. Le traitement augmente le risque de prématuré. Donc là, personne n'a choisi cet item-là, alors que oui, le traitement antirétroviral dans toutes les cohortes montre que les femmes vont accoucher un petit peu plus tôt. Ensuite, concernant le choix, vous êtes 79% à dire qu'il faut traiter avant la conception avec un traitement recommandé pour la grossesse. Donc, je pense qu'on va annuler le topo parce que vous savez l'essentiel. Ensuite, attends. Comment la première? 33%, on peut donner tous les nouveaux traitements disponibles. Donc, vous êtes très aventureux. Hein. On est quand même dans une situation où il faut protéger le bébé à naître et on a beaucoup d'inconnus sur les nouveaux traitements, justement. Donc, un tiers d'entre vous donne des nouveaux médicaments, ce qui devrait être justifié. Ensuite, on passe au 3e, où il y a 73% d'entre vous qui pensent que le contrôle... je vois plus. Que le contrôle de la charge virale peut être maintenu jusqu'à l'accouchement pour protéger de la TME, et c'est tout à fait juste. On va le voir tout de suite dans le topo. L'OMS recommande un traitement contenant de dolutegravir, c'est juste également. Et puis pour les autres points, vous avez assez bien répondu. C'était des propositions tout à fait malhonnêtes, on va dire, en tout cas à ne pas retenir. On commence tout de suite. Donc là, nous avons 20 minutes pour balayer un sujet qui nécessiterait beaucoup plus de temps, mais on y va. J'espère surtout suggérer et susciter des questions de votre part. Alors, les antirétroviraux, vous connaissez, vous avez déjà vu ça, 3 objectifs pour une femme: maintenir la santé à long terme, supprimer la transmission dans le couple, traitement comme prévention, et bien sûr la prévention de la transmission mère-enfant. On a même mis supprimer. Je vais dans le mauvais sens. Alors, les moyens de prévention de la transmission mère-enfant aux différents moments du suivi d'une femme enceinte, les traitements antirétroviraux pendant que le bébé est en train de grandir dans l'utérus. En péripartum, là où ont lieu le plus grand nombre de transmissions, là encore, c'est les traitements antirétroviraux, à la fois comme une pré-exposition pour le bébé et comme pour la maman et une post-exposition pour le bébé. Et enfin, pour l'allaitement, on en dira quelques mots à la fin. Soit l'évitement des antirétroviraux, soit un traitement comme prévention. On va discuter de tout ça. Alors en France, on a des vieilles recommandations qui n'ont pas encore été réactualisées, qui datent de 2017, mais en gros, soit on a une séropositivité VIH, une infection VIH connue qu'il faut traiter, donc les antirétroviraux, qui est notre sujet aujourd'hui, sont le centre des moyens d'action pour prévenir de la transmission. Et ensuite, suivant leur efficacité, si la charge virale est inférieure à 50, on va vers un suivi normal, c'est ce qu'on dit. Quand la maman présente une charge virale indétectable tout au long de la grossesse, il n'y a aucune raison que les actions obstétricales, les actions sur le bébé soient différentes de celles d'une femme qui est infectée par le VIH. Là encore, on applique quasiment le U égale U. Si par contre la charge virale est détectable, on renforce les mesures de prévention. Bien sûr, on change de traitement si on peut pour atteindre cette
détectabilité, qui est la garantie du futur du bébé non infecté. Et si on n'y arrive pas, on rajoute soit une perfusion d'AZT pendant l'accouchement, soit une césarienne programmée pour réduire le taux de transmission quand la maman présente une charge virale détectable. Et autre mesure de renforcement, on renforce le traitement post-exposition du bébé à la naissance par une multithérapie. Hop, je vais toujours dans le mauvais sens. Alors quand même, on a fait des progrès remarquables. Ça, c'est des données issues de la cohorte mère-enfant EPF en France. Vous voyez, le taux de transmission jusqu'en 93, il était au-dessus de 17%. Et vous voyez une décroissance suivant les périodes dans le temps. On arrive à, c'est 3 sur 10 000 entre 2015 et 2020 en France, quelle que soit la prise en charge. Donc, on est quasiment à un taux de transmission nul dans cette cohorte, ce qui est tout à fait remarquable, bien sûr. Alors, ce n'est pas par hasard. Hein. Regardez, l'utilisation des antirétroviraux pendant la grossesse, il augmente au cours du temps et on est à 72% sur la période 2015-2019. Donc, les antirétroviraux ne sont pas, bien sûr, étrangers aux très bons résultats que vous venez de voir sur le taux de transmission. Quand on voit le nombre de femmes, le taux de femmes qui a un traitement antirétroviral à l'accouchement en France, vous voyez que dans la dernière période, 2015-2019, on a 98% des femmes enceintes suivies qui sont sous traitement antirétroviral. Donc, à la conception, 72%, à l'accouchement, 98%. Et quand on voit ce que l'on attend, c'est-à-dire le contrôle de la charge virale, ici, moins de 50 copies, vous voyez que dans notre dernière période, entre 2015 et 2019, on a 90% d'indétectabilité à 50 chez les femmes enceintes. Donc, vous voyez que l'utilisation des antirétroviraux est tout à fait massive et importante et explique ces très bons résultats en termes de taux de transmission. Alors là, vous avez l'actualisation, donc en fonction de la période, on l'a vu sur l'autre schéma. Et très important, quand commencer les traitements, vous voyez que quand on commence à la conception, on a le plus bas taux de transmission avec 0,13. Quand on commence au premier, au deuxième, au troisième, ou quand on n'est pas traité, vous voyez que les taux de transmission deviennent très significatifs. Et ce taux de transmission autour de 10% chez une femme non traitée, on le retrouve à toutes les époques et dans toutes les cohortes. Donc, c'est un miroir de ce qu'on veut faire. Effectivement, il faut traiter les femmes. Il faut avoir une charge virale indétectable le plus longtemps possible dans la grossesse pour espérer protéger le bébé, ce qui est le cas. Parce que si vous regardez les femmes traitées à la conception dans cette actualisation de la cohorte qui va être présentée à la CROI cette année, qui a été acceptée à la CROI, sur 6700 femmes traitées à la conception, vous voyez que dans la période 2011-2017, on l'a vu tout à l'heure, on a 3 pour 10 000, et que chez les femmes qui ont une charge virale à l'accouchement indétectable, à moins de 50, ou indétectable avec un autre seuil, nous avons 0 transmission sur 5345 couple mère-enfant, ce qui est un résultat remarquable, qui est uniquement dû au timing de la mise sous traitement et au niveau de contrôle de la charge virale. Attention, on est en France et on parle là de femmes qui n'allaitent pas. Hein. Je ne l'ai pas dit, et c'est important de le dire. On est là sur le suivi des femmes enceintes non allaitantes avec des taux de transmission extraordinairement contrôlés quand on commence ce traitement tôt. Je me répète, mais c'est très important. Alors, on dit traité par les antirétroviraux. Vous avez là la liste de tous les antirétroviraux disponibles aujourd'hui, qui soient en combinaison, qui soient injectables, qui soient des nouveaux traitements comme les anticorps, les inhibiteurs d'attachement, qui ce soit des inhibiteurs d'intégrase, des non-nucléosidiques. Vous voyez que la gamme est immense et que 30% d'entre vous m'ont dit on peut donner n'importe quoi. Je ne suis pas sûr que j'irai traiter une femme enceinte par du fostemsavir ou de l'ibalizumab au niveau de connaissances qu'on a aujourd'hui. Donc, il faut bien voir que dans les recommandations que nous allons parcourir après, une bonne partie des contre-indications pendant la grossesse, c'est uniquement parce qu'on n'a pas de données pendant la grossesse. Ces médicaments ont l'autorisation de mise sur le marché et c'est très bien pour nos patients et pour les médecins qui veulent prescrire. Je parle de l'ensemble des médicaments, mais très peu ont des données de grossesse dans leur dossier d'enregistrement. Et donc, c'est l'expérience qui fait que, et c'est donc le plus souvent les médicaments les plus anciens qui vont être recommandés, non pas parce que les autres ne le sont pas, mais par prudence et par précaution
on a eu des très mauvaises expériences dans d'autres pathologies avec des médicaments donnés pendant la grossesse et leurs effets sur le fœtus et le bébé. Je vous ai dit que les recommandations françaises étaient très anciennes. 2017, elles vont être réactualisées cette année, en 2022. Et le premier choix en France, c'est 2 analogues nucléosidiques et un inhibiteur de protéase boosté. Pas de dolutegravir à la conception à l'époque, et les antirétroviraux les plus récents, ce que je viens de vous dire, ne sont pas recommandés parce que les données manquent pour ces molécules-là. Alors, on voit l'évolution dans la cohorte française du type d'antirétroviraux utilisés. Alors, pour les analogues nucléosidiques, on voit bien qu'on a arrêté de donner de l'AZT, ce qui est très bien, et que c'est TDF, FTC et un peu abacavir qui ont pris le relais en termes d'analogues nucléosidiques. Pour ce qui est des inhibiteurs de protéase, où pendant très longtemps, on a donné le lopinavir, là, on est en France, dans la cohorte. On est passé maintenant, lorsqu'on donne les inhibiteurs de protéase, à du darunavir boosté. Pour ce qui est des non-nucléosidiques, on voit une montée, certes, ça représente peu de femmes, mais une montée de l'utilisation de la rilpivirine et la névirapine qui est à peu près stable, puisque les femmes qui étaient sous névirapine depuis longtemps ont continué. Il n'y a pas d'introduction. Donc, c'est plutôt la rilpivirine qui est en train de monter en France. Pour les inhibiteurs d'intégrase, le raltegravir qui est le plus ancien, donc je confirme l'adage qui est que plus on a d'expérience et plus on a de femmes enceintes traitées, plus on est rassuré sur un traitement et plus on va le recommander. Donc, parmi les inhibiteurs d'intégrase, c'est le raltegravir et bien sûr derrière le dolutegravir, dont on va reparler tout à l'heure, qui est de plus en plus prescrit et recommandé. Alors ça, c'est une diapo de Didier Equevi que j'aime beaucoup. On n'est pas tout à fait égaux dans nos accès aux antirétroviraux et c'est aussi vrai pour la grossesse. Dans les pays du Nord, on fait du cas par cas. On va en parler avec la pharmaco, on va en parler avec l'accès au génotype, avec l'accès à des molécules qui ne sont pas disponibles partout. Et dans les pays du Sud, c'est plutôt une approche programmatique. Et finalement, les résultats ne sont pas si différents. C'est ça qui est rassurant. Alors, quelques mots sur le dolutegravir qui a défrayé la chronique depuis 2017-2018, puisque une grosse étude au Botswana, Tsepamo, qui étudiait les anomalies de fermeture du tube neural des bébés suivant dans toutes les maternités d'abord au départ, et puis après ils ont fait une analyse entre les HIV négatives et les HIV positives et celles qui prenaient du dolu. Et la première analyse a montré une surreprésentation des anomalies de fermeture du tube neural de quasiment 10 fois. Et à cette époque, on avait tous arrêté de donner du dolutegravir aux femmes enceintes ou en désir de grossesse devant ce risque majoré. Évidemment, c'est à la conception. Quand on commençait le dolutegravir après le premier trimestre, il n'y avait pas de problème particulier. Alors, ces études ont été suivies. On a augmenté ce qu'on appelle le dénominateur, c'est-à-dire le nombre de femmes suivies. Vous voyez là, 89 000 femmes HIV négatives, on parle de très, très grand nombre, 1683 sous dolu à la conception. Et l'analyse, un an après, a montré un surrisque de 3 fois. Et avec ce résultat en amélioration, c'est là que l'OMS a commencé à laisser en recommandation le bénéfice de l'utilisation du dolutegravir devenait supérieur au risque pour l'enfant. Et finalement, encore une actualisation un an plus tard, on est en 2019, là on est en 2020, on est passé de 0,30 à 0,19. Et donc là, ça ne devient plus du tout significatif. Et donc, après avoir eu des craintes sur les anomalies de fermeture du tube neural quand on prend du dolutegravir au premier trimestre, les données dans le temps, avec une augmentation du nombre de femmes suivies et d'enfants à la naissance, sont plutôt rassurantes. Et on a même encore une actualisation en 2021 qui a été montrée à l'IAS qui montre 0,15. Vous voyez, les différences ne sont plus significatives. Et ce résultat conforte donc les recommandations de l'OMS, montrant que le bénéfice du dolutegravir que vous connaissez comme un médicament puissant, peu cher à fabriquer et disponible en un seul comprimé, concernait également les femmes en âge de procréer. Donc l'histoire du dolutegravir, on surveille, on ne peut pas être totalement rassuré, mais avec le temps et en augmentant le nombre de femmes surveillées, d'autres cohortes d'ailleurs ont regardé, n'ont rien trouvé concernant le dolutegravir. Donc le dolu reste pour l'OMS la première ligne, avec en deuxième ligne les favipiravir accompagnant le TDF 3TC.
Ça, c'est des recommandations européennes. Ce n'est pas les dernières que je vais vous montrer après, mais c'est juste pour vous montrer que les médicaments non recommandés, le plus souvent, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est data insuffisante, data insuffisante, data insuffisante, c'est-à-dire pas de données dans la grossesse, donc pas possible de recommander. Ça ne serait pas normal de recommander un médicament sur lequel on n'a pas de données. Et donc, on est toujours en retard dans la grossesse entre les nouveaux médicaments et les données de sécurité pour le bébé et la maman. Donc, la première cause, alors il y a d'autres causes. Hein. Par exemple, le cobicistat, le cobicistat en booster, on sait qu'il ne faut pas le donner parce qu'on a toujours des taux sous-thérapeutiques au cours de la grossesse. Alors, tout le monde fait ses recommandations et c'est très bien. Là, vous aurez ça pour aller voir vous-même, mais on vous a fait un petit résumé en ce qui concerne la grossesse entre les recommandations françaises qui montrent la recommandation préférée en France, ça reste et recommandé, mais c'est des vieilles recours, hein, je le répète, des inhibiteurs de protéase boostés, alors que les Américains sont passés aux inhibiteurs d'intégrase en première intention, également les inhibiteurs de protéase, que les Anglais restent fidèles à l'efavirenz, qu'ils ont toujours donné en première ligne, et que les Européens sont également passés au dolutegravir après 8 semaines, ou raltegravir dans la première intention. Les nucléosidiques, c'est toujours les mêmes. Donc, je vous laisserai regarder en détail, hein, mais données insuffisantes, vous voyez, on est doravirine, dolutegravir, fostemtavir, etc. Le TAF au premier trimestre à l'époque, pour les Anglais, n'était pas recommandé, mais vous allez voir que ça va changer. Et pour les Européens, doravirine, dolutegravir. Donc, retenez que les médicaments les plus récents, pour la plupart, n'ont pas de données de la grossesse et que c'est compliqué de les recommander. Et vous voyez qu'on a quand même un switch entre les inhibiteurs protéase et les non-nuc vers plutôt les inhibiteurs d'intégrase en première intention, incluant le dolutegravir que vous connaissez bien et qui est dans beaucoup de programmes maintenant en première ligne, à juste titre. Déconseiller le cobicistat, je vous l'ai dit, pour des raisons pharmacologiques et contre-indiqué. Donc, à l'époque, il y avait le dolutegravir, mais vous avez vu que ça a changé. Donc, ces recommandations, elles sont très évolutives. Hein. Plus on va avoir de données sur les médicaments et plus on va être assuré ou pas sur comment les utiliser. Et vous voyez que tout le monde ne recommande pas les mêmes types de médicaments. Alors, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Comment choisir le traitement? Efficacité, co-infection, résistance, coût, observance. Vous connaissez tout ça hors de la grossesse. C'est un petit peu pareil, dans la limite des médicaments qu'on ne donnera pas pendant la grossesse, le plus récent, comme je viens de vous le dire, et sans doute le cobicistat et des mesures pharmacologiques particulières. Par exemple, pour la rilpivirine, on sait que la concentration va baisser au cours de la grossesse. Et si vous utilisez la rilpivirine en association, il faut faire attention à ça. Si vous avez accès au dosage, on va vous en parler tout à l'heure, c'est bien pratique. Sinon, soyez prudents dans la surveillance de la charge virale. Donc, les risques, c'est toujours pareil. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il faudrait beaucoup de temps, mais on s'inquiète des malformations, des toxicités. Pour l'enfant à plus long terme, qu'est-ce qui va se passer, hein? Vous avez entendu parler du Distilbène et de produits dont les effets, quand la maman le prend pendant la grossesse, sont retardés. Donc, on surveille les enfants nés de maman VIH dans les cohortes chez nous pour voir quand même si tout se passe bien à long terme. Pour l'instant, il n'y a pas de signal particulier. Pour la mère, les effets indésirables comme hors de la grossesse, parfois un peu plus fréquents pendant la grossesse, comme par exemple les cytolyses hépatiques, qui peuvent être, on a plus de cytolyses médicamenteuses pendant la grossesse que hors grossesse. Donc la surveillance des traitements est très importante. Et puis bien sûr les issues de grossesse, avec en particulier la prématurité qui est augmentée chez les femmes sous antirétroviraux. Alors, considération pharmacologique, quand vous utilisez le darunavir, plutôt en 2 fois par jour pour avoir les bonnes concentrations au 3e trimestre. Le raltegravir également plutôt en 2 fois par jour. Le cobicistat, je l'ai dit rapidement, souvent des sous-dosages. La rilpivirine également, diminution des concentrations. Donc, il faut surveiller, il faut s'assurer surtout que la charge virale est bien contrôlée et surtout en fin de grossesse. Donc là, on a un challenge parce que plus la grossesse avance, plus les médicaments sont dilués puisque le volume de distribution augmente et donc plus on a un risque d'inefficacité. Donc, il faudra bien surveiller les femmes en fin de grossesse. Je vais toujours à l'envers. Pour les passages placentaires, lorsque la femme a une charge virale indétectable, s'il y a un gros passage, ça peut augmenter la toxicité chez l'enfant. On a connu ça avec l'AZT, qui ne contrôlait pas bien le virus, mais qui imprégnait les enfants.
et en balance, on a l'efficacité. Alors, vous voyez les passages suivant les classes de molécules. Et donc, ceux qui passent très, très bien le placenta sont les analogues nucléosidiques et les inhibiteurs d'intégrase en vert sur cette diapositive. Les non-nucléosidiques sont un petit peu moins, passent un petit peu moins, et les inhibiteurs de protéases sont ceux qui passent le moins. Donc, si la charge virale est indétectable sous antiprotéase, le bébé est moins en contact avec le traitement que pour les analogues nucléosidiques. Donc ça peut nous servir dans certaines situations un petit peu difficiles. Alors, il y a des grands essais, le plus souvent dans les pays du Sud. Un essai qui a comparé dolutegravir et efavirenz pendant la grossesse, hein, c'est Dolphin 2, et vous voyez que ça c'est le nombre de jours et ça c'est l'atteinte de l'indétectabilité. Ben, il n'y a pas photo, hein, le dolutegravir va beaucoup plus vite que l'efavirenz pour contrôler, et c'est bien ça que l'on veut dans la grossesse, que vous traitiez avant ou pendant la grossesse, on veut que ça aille vite et bien, et donc le dolutegravir remplit son cahier des charges, et la même chose pour le raltegravir, c'est moins net, mais ça va beaucoup plus vite pour le contrôle, et c'est en très peu de jours, donc c'est très utile lorsqu'on veut un contrôle de la charge virale rapide. Alors le TAF, qui est une grande question, dans cet essai impact, on a comparé dolutegravir FTC avec le TAF, ou le tenofovir, ou l'efavirenz avec le tenofovir. Et vous voyez en bleu que les meilleurs résultats en termes d'avortement, de prématurité ou de bébés petits pour la gestationnelle sont plutôt avec le TAF qu'avec le tenofovir, le TDF. Donc ces données sont plutôt rassurantes, ce qui n'est pas étonnant puisque le TAF a été mis sur le marché pour réduire les effets secondaires potentiels et les toxicités potentielles du tenofovir. Donc, cet essai nous rassure plutôt sur l'utilisation du TAF pendant la grossesse, ce qui est un peu nouveau. En France, on a continué la rilpivirine chez des femmes en succès virologique. C'est un article qui est paru l'année dernière. Et on montre qu'on a de meilleurs résultats quand les femmes ne changent pas leur traitement. C'est sans doute lié au comportement, que lorsqu'on les change pour des raisons non évidentes. Donc, on est plutôt en faveur, là, actuellement, de poursuivre la rilpivirine sous surveillance lorsque la grossesse a commencé sous ce traitement. Les situations, elles sont variables et vous les connaissez bien. Hein. Soit une femme naïve non traitée, soit une femme déjà sous traitement, soit une femme qui arrive tardivement à qui on va dépister. Et c'est très bien de dépister parce qu'il n'est jamais trop tard pour essayer de contrôler la situation. Soit elle est en échappement virologique, soit les conditions particulières qui sont abordées au cas par cas avec le choix de traitement adéquat. Bien entendu, on ne va pas donner un non-nucléosidique à une femme VIH2 et on va essayer de contrôler le VSB par les analogues nucléosidiques lorsque la femme est infectée par le B. Je vais toujours à l'envers. Alors, la patiente est déjà traitée, donc le plus possible maintenir le traitement efficace et toléré, sauf si vraiment on est sous polycystat, si on est sous un traitement extrêmement expérimental sur lequel on n'a pas de données. On privilégie maintenant de poursuivre le traitement bien toléré par la femme. Et bien sûr, on s'inquiète des tolérances comme on le voit là. Prise en charge tardive, eh ben, on va aller au maximum, on va renforcer les traitements, utiliser, si ce n'est pas le cas, les inhibiteurs les inhibiteurs de l'intégrase, excusez-moi, et parfois même on s'aide de l'enfuvirtide quand on a un vrai problème d'observance, on peut faire des formes injectables d'antirétroviraux pour obtenir cette fameuse charge virale indétectable en fin de grossesse. L'accouchement, s'il n'y a pas de contrôle, ça sera plutôt une césarienne programmée, on peut s'aider de la perfusion, on l'a dit tout à l'heure, et la prophylaxie néonatale sera renforcée. C'est des situations non rares et on peut rattraper, en faisant une trithérapie à l'enfant, 50% d'infection pour les enfants à naître, ce qui est très, très important. Donc, on l'a déjà dit, ça, les femmes déjà traitées, on change le moins possible, sauf si on est obligé. Je me suis trompé de sens. Les questions d'actualité, je vais m'arrêter là, j'en ai pour 2 minutes. La place des antirétroviraux récents, je vous l'ai suggéré. La place des switches, si possible, en préconceptionnel, c'est-à-dire si vous pouvez choisir le traitement qui va être pris pendant la grossesse avant que la femme soit enceinte, c'est l'idéal, puisque vous aurez un traitement dont vous avez vérifié la tolérance, l'efficacité avant de le laisser pour toute la grossesse. Conduite obstétricale assouplie chez les femmes en succès, c'est ce que j'ai dit aussi tout à l'heure. Si la femme a une charge virale indétectable sous traitement maintenu, il n'y a aucune raison d'avoir une conduite obstétricale particulière. On a des perspectives, comme hors grossesse, bien sûr,
d'alléger, parce qu'on se dit bien que la grossesse, c'est vraiment un moment, la femme est fragilisée, l'enfant, le nouveau-né est bien sûr un être très fragile. Donc, si on peut mettre moins de médicaments et avoir le même résultat, on sera tout à fait d'accord. Donc, on va travailler là-dessus. On est déjà en train de travailler là-dessus par des essais de réduction des traitements chez la femme enceinte. Les traitements de rattrapage, bien sûr, des alternatives à l'AZT, tous les médicaments injectables à action rapide, allègement de la prophylaxie chez le nouveau-né de mère en succès virologique. Voilà. Pour ce qui est de l'allaitement, 1 minute, on en parle juste après. Il ne faut jamais oublier, lorsque vous traitez une femme pendant la grossesse, ce qui va se passer après, les suites de couches, la contraception pour éviter une grossesse rapprochée, la situation du père, le suivi de l'enfant et le suivi de la mère et réadapter le traitement. Le sujet d'aujourd'hui, c'était plutôt les antirétroviraux. Ça, je l'ai dit. Pourquoi l'allaitement maternel? On sait que l'allaitement hors VIH est tout à fait intéressant pour l'enfant en termes de protection de beaucoup de pathologies infectieuses et autres. On sait que l'état, dans le contexte du VIH, on a une surmorbidité des enfants exposés au sud. On pense que l'allaitement serait vraiment bien pour ces enfants. Cependant, tous les essais, soit traitant la mère, soit traitant préventivement l'enfant, n'atteignent pas le zéro transmission, alors que, alors qu'on a montré qu'en absence de prévention, on a à peu près 1% par mois d'allaitement de transmission de la mère à l'enfant, ce qui est énorme. Si vous allaitez 6 mois, ça fait 6% de transmission. En cas de traitement antirétroviral, on a presque 10 fois moins, mais on n'a jamais zéro transmission. Donc, l'attitude actuelle en France et dans les pays riches, c'est que puisque cet enfant est né négatif grâce à vos traitements, c'est compliqué de l'exposer à une situation où il y a un faible taux de transmission et donc on se dirige quand même, si la demande d'allaitement augmente, à surveiller les femmes enceintes après leur avoir fait signer un consentement pour contrôler au maximum la charge virale avec ce petit risque de transmission résiduelle. Donc pour l'instant, dans nos pays, la recommandation est de ne pas allaiter. J'ai été très vite. Merci beaucoup. Merci Roland. Alors, vous êtes assez nombreux à poser des questions. Tu m'en mets? On entend? Donc, Roland, 2 questions d'Almadi qui te demandent comment est-ce qu'on peut introduire, à quel moment peut-on introduire le dolutegravir chez une femme enceinte? Et puis, question subsidiaire, c'est que faire quand on a une femme qui est enceinte et qui est sous un régime avec du dolutegravir? Alors, donc, introduire le dolutegravir chez une femme enceinte, ça dépend si la femme est traitée ou pas traitée. Si elle n'est pas traitée et que vous voulez la traiter au dolutegravir, si vous suivez l'OMS, si vous suivez le niveau rassurant des enquêtes dans tous les pays, en fait, aux États-Unis, en Europe, et y compris au Botswana qui a continué les recherches, il n'y a pas une contre-indication au dolutegravir en conceptionnel aujourd'hui. Si vous êtes un peu inquiet, il faut attendre 8 semaines, comme c'était recommandé dans les recommandations européennes, 8 semaines à peu près, puisque la formation du tube neural est très précoce dans la grossesse. On considère qu'à 6-8 semaines, l'affaire est entendue. Donc, soit vous le mettez dès le début parce que vous êtes dans un endroit où le meilleur traitement pour la femme, c'est ça qui compte, c'est le dolutegravir. Soit vous avez le choix, vous êtes plutôt dans un pays du Nord, et vous attendrez plutôt 8 semaines, d'accord? Par précaution. Mais il n'y a pas de contre-indication. Alors, une autre question, finalement, qu'est-ce qu'on peut proposer? Tu nous as dit il y a des études d'allègement en cours, mais chez une femme qui serait sous une bithérapie, dolutegravir 3TC ou dolutegravir ILPI, ou bien même, on a évoqué ça pour ceux qui étaient un précédent infranum, un traitement intermittent, elle devient enceinte, est-ce qu'elle est indétectable? Est-ce que vous, en charge des grossesses,
vous allez dire il faut vraiment passer à une trithérapie ou il faut changer son traitement, quitte à déstabiliser un peu la situation. Alors, il y a deux questions. La première question, c'est une femme est déjà en bithérapie. Vous avez compris que tout ce que l'on fait là, l'objectif principal, et c'est toujours vrai, c'est la charge virale contrôlée. Et la charge virale contrôlée tout au long de la grossesse. Donc, il n'y a aucune raison de rajouter une troisième molécule si cette femme est suivie avant la conception, qu'elle fait son bébé, qu'elle reste indétectable. Je ne vois pas de raison de rajouter de la chimie là où on n'en a pas besoin. L'autre question, c'est un peu différent, c'est le nombre de jours. Alors, je vous l'ai dit, mais un peu vite, peut-être qu'on va y revenir tout à l'heure avec Katia. Le volume de distribution fait que la concentration d'antirétroviraux chez la femme enceinte va être de plus en plus faible quand on va avancer, et le traitement intermittent nous semble un peu risqué au plan pharmacologique. Donc, au plan efficacité virologique, on peut rester en bithérapie, il n'y a pas de problème. Au plan pharmacologique, on recommanderait plutôt un traitement tous les jours parce qu'on sait que la concentration va baisser. Alors, on fait des... Oui, très clair, merci. Que fait-on devant une femme, nous demande toujours un MADIC, non, ce n'est pas un MADIC, pardon, si on est devant une hépatite virale évolutive. Alors, j'imagine que c'est une hépatite B chronique. On pourrait répondre une hépatite C. Je ne sais pas si... donc, c'est Abbas Sanogo qui pose la question. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous pensez à une B ou une C? Mais vas-y, Roland, dis-nous. Pour l'hépatite B, on a la chance d'avoir des traitements qui fonctionnent sur les deux virus. Et donc, forcément, il faudra mettre du tenofovir lamivudine ou du tenofovir emtricitabine dans votre traitement. Ensuite, il faut surveiller les transaminases au cours de la grossesse. Il faut, si vous avez accès à la charge virale VHB, surveiller la charge virale VHB. Et donc, dans le VIH, on traite les deux virus en même temps. De toute façon, on traite le VIH, on traite le VHB. Il faudra également, à la naissance, j'espère que dans vos pays, c'est possible, faire une vaccination de l'enfant, non pas à 1 mois, mais à la naissance, qui protège au mieux la transmission du VHB de la mère à l'enfant. Donc, vous avez le médicament du VIH qui doit contenir les traitements du VHB et vous avez, en fin de grossesse, la vaccination à la naissance et pas à 1 mois, comme c'est pratiqué dans beaucoup d'endroits, qui protège mieux le bébé. C'est ça le go, il peut prendre le micro. Oui, bien sûr. Il faut l'inviter. Alors, attends, on va finir. Il y a pas mal de questions autour de la fermeture du tube neural et les moyens peut-être de la prévenir. Oui. Alors, j'étais un peu vite. Un des moyens de prévenir la fermeture du tube neural, c'est de l'acide folique aux femmes de façon systématique. Et d'ailleurs, ça avait été une des remarques sur l'étude au Botswana, c'est qu'aucune des femmes au Botswana ne recevait d'acide folique, ce qui pour nous est un facteur de prévention des anomalies de fermeture du tube neural en général. Il y a d'autres médicaments qui ont été incriminés dans ces anomalies de fermeture du tube neural et toujours la recommandation, c'est accompagner la grossesse, le début de grossesse et dès la conception par une dose d'acide folique quotidienne. Alors, on passe la parole à Abassa Sanogo. Allez-y. Ouvrez votre micro. Monsieur Sanogo? Monsieur ou madame, hein, tu sais pas. Non. Bon, bah, ça ne marche pas. Non, une autre, vas-y. Donc, Dolly Ngongo. Oui, je lui donne la main. Bonjour. Bonjour. Dolly Ngongo, il faut activer votre micro. Je peux donner la parole à tous ceux là qui ont la main levée. Bonjour. Vous nous entendez? Oui, bonjour. Ah, Bonjour. Allez-y, posez votre question. En fait, la question est, en fait, au cas où il y a une co-infection VIH et hépatite B,
quel est en fait le protocole le plus indiqué chez vous? Je viens de répondre à cette question. Ouais. Je viens de répondre. Il faut mettre du ténofovir, lamivudine ou emtricitabine dans le traitement du VIH dès le début. Et il faut essayer de vacciner l'enfant à la naissance. Ok. Merci. Voilà. Alors, on a Bonjour, Moussa. professeur. Allez-y. Bonjour. Dites-nous qui vous êtes et d'où vous nous parlez. Ça nous fait plaisir d'avoir. Alors, bonsoir. Alors, ma question, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des interférences entre les ARV et les contraceptifs qu'on utilise fréquemment? Est-ce qu'il y a des interférences entre ces choses-là, ces deux médicaments? Alors, j'ai un cas clinique qu'on va faire là-dessus et surtout la deuxième partie de la soirée avec Katia Marzolini va aborder le sujet. Donc, vous allez écouter votre question. Vous allez écouter sa présentation et vous verrez si elle répond, mais elle va répondre à votre question assurément. Alors, on a une main levée de Fatimata Nyang. C'est égal. Fatima, activez votre micro. On est dans le temps. Bonjour. 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 Je vous écoute. Nous vous écoutons. Bonjour. Je voulais par rapport, parce que j'ai vu que vous avez présenté par rapport aux femmes non allaitantes. Donc, dans nos pays, ce qui est préconisé, c'est l'allaitement protégé. Maintenant, quelle est la meilleure conduite par rapport à ça? Alors, si vous faites l'allaitement protégé sous surveillance, que je comprends très bien, il faut s'assurer que la charge virale de la maman est bien indétectable. C'est-à-dire que votre traitement est efficace pour réduire au maximum le taux de transmission. Si la charge virale est détectable, vous allez avoir 1% de transmission par mois d'allaitement. Si la charge virale est contrôlée, vous allez avoir 0,15. Donc, c'est beaucoup, c'est plus de 10 fois moins. Donc, c'est très important de faire ça. Certaines équipes traitent également l'enfant en prévention et certaines traitent la maman et l'enfant. Moi, ce que je recommanderais, c'est de traiter la maman et de vérifier de très près son observance et le fait que sa charge virale est bien indétectable. Merci. Dolly Ngongo, Merci. Est-ce que Dolly est là? Sinon, on va passer à Moussa Diakité. Allez, Moussa Diakité. Ouvrez le micro, il y a une petite gymnastique à faire. Alors, moi j'ai déjà posé ma question, c'était sur les ARV et puis les contraceptifs. D'accord. Après, alors. Ouais. Donc, on a ensuite… Soyez patient, vous aurez une très, très bonne réponse. on a Alpha Cabinet Keita. Oui, bonjour à tout le monde. Je suis Bonjour. Alpha Cabinet Keita, médecin en Guinée. Alors, j'aimerais savoir, puisque vous avez touché un pan très important, mais le côté tuberculose, VIH, notamment chez la femme enceinte, quelles sont les approches thérapeutiques les plus efficaces lorsqu'on sait, par exemple, le contexte de multirésistance antituberculeuse qui domine assez dans nos pays subsahariens? Est-ce qu'il faut passer avec des formes injectables, les antirétroviraux formes injectables, ou est-ce qu'il faut… Quelle conduite à tenir? Alors, le problème principal de la co-infection tuberculose-VIH, que ce soit la grossesse ou pas d'ailleurs, sont les interactions avec la rifampicine. C'est très compliqué et donc, si jamais une femme est traitée par exemple dolutegravir ou par efavirenz, l'efavirenz, ça ne pose pas de problème. C'est le seul médicament qui ne pose pas de problème. Si une femme est traitée par dolutegravir et que vous devez mettre de la rifampicine, la recommandation, c'est plutôt de doubler la dose de dolutegravir. D'accord? Après c'est du soin. Il faut surveiller que le traitement antituberculeux est bien toléré. Il faut bien surveiller le foie. VIH, tuberculose et médicaments de la tuberculose,
Il faut surveiller le foie et encore plus pendant la grossesse. Et donc, s'assurer qu'elle n'a pas un traitement qui interfère trop avec la rifampicine. Donc, soit efavirenz, la base, hein, bien sûr, les nucléosidiques, ça marche, soit dolutegravir en rajoutant 50 mg, c'est-à-dire une double dose de dolutegravir. Alors, une autre question pour Sidi Dienta. Ouvrez votre micro. D'ailleurs, je vous propose à ceux qui ont demandé la parole. Ouais, c'est la dernière question. Dernière question, allez-y. Sidi Dianta. Bon, on va prendre une question. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, c'est Sidi Dienta. Je suis biologiste au niveau de l'hôpital Gabriel Touré, Bamako, Mali. Ah, on se connaît alors. Ok, j'aimerais savoir, chez nous à l'hôpital ici, on demande la charge virale au niveau des 34 semaines de grossesse chez les femmes enceintes. Or, chez nous, il y a une énorme difficulté de réalisation de la charge virale. Est-ce que c'est nécessaire que les médecins... Ah, nécessaire quoi? Attends, il a coupé. Ça a coupé. Ça a coupé? Alors, la charge virale à 34 semaines, elle est primordiale. Attends, il va reprendre. Il a bien... Ah bah, j'attends. On passe à la suite. Donc, alors, attends, Et je je réponds. profite. Il y a une... On va attendre qu'ils reviennent. Vous m'attendez? Oui, Voilà, oui, Vous m'attendez? oui, oui. Allez-y, Vous m'attendez? moi je vous entends. Voilà, j'ai dit c'est à 34 semaines que les médecins ou les sages-femmes demandent la réalisation de la charge virale. Vous m'attendez? Oui, je vous entends. Voilà, compte tenu de la rupture, la non-disponibilité des réactifs ou la non-disponibilité des machines pour la réalisation de la charge virale, est-ce que c'est nécessaire de demander aux mamans de ne pas allaiter les enfants à l'allaitement maternel après l'accouchement? Oui, je ne connais pas de... Alors, d'abord, si vous n'avez pas la charge virale, vous n'êtes pas rassuré sur la transmission en fin de grossesse et pendant l'accouchement, qui est le moment où il y a le plus de transmission. Donc, c'est tout à fait intéressant d'avoir la charge virale à 34 semaines, et encore plus, puisque vous êtes biologiste, de rendre au clinicien rapidement le résultat. Si vous lui rendez après l'accouchement, ça ne sert pas à grand-chose. En cas de rupture, il faut considérer la situation la plus avancée, la plus grave pour le bébé. Donc, la maman continue son traitement. On espère qu'il fonctionne, mais on n'a pas la preuve. Et bien sûr, on essaye de ne pas allaiter dans ces cas-là. Mais le plus simple, c'est quand même de rendre la charge virale qu'on vous a demandé. Alors, pendant que ça charge, juste un petit message de Mathias Cavassini, donc en Suisse, qui nous dit que les Suisses, eux, depuis 2018, eh bien, ils autorisent, comme en Afrique, l'allaitement chez des femmes qui sont bien contrôlées, bien observantes, avec suivi rapproché. Voilà. Alors, les Suisses ne font pas de prophylaxie aux enfants quand les mamans sont indétectables pendant toute la grossesse. Ils ont arrêté de traiter les enfants en prévention et ils surveillent l'allaitement. Et ce que je disais tout à l'heure, dans certains cas, on va se mettre à faire ça. Cependant, on n'aura jamais en Suisse le nombre de femmes allaitantes suffisantes pour montrer qu'il n'y a pas de risque. C'est-à-dire qu'il faut, avec le taux de transmission de 0,15% par mois, il faudrait des milliers de femmes pour montrer qu'on peut se permettre de le faire. Donc, c'est une attitude tout à fait compréhensible, mais c'est compliqué de la valider. Voilà. C'est réaliste. Entendu. Bon, ben merci. De toute façon, si vous avez des questions, on va être encore autour du cas clinique de Roland. Envoyez-les nous et puis voilà, on a toujours l'œil sur les questions. À toi, Roland. C'est moi? Ah, tu vois, je vais à l'envers. Alors, on va parler de Madame Patricia K, qui est née en 89, qui est d'origine de République démocratique du Congo et qui vit chez nous en France depuis 12 ans, qui est maintenant chez elle. Elle est assistante administrative. Elle a un VIH découvert à l'occasion d'une grossesse à l'hôpital en 2018. C'est un petit rappel pour dire que toutes les femmes enceintes doivent être dépistées absolument, si possible avant la grossesse, mais
à tout moment de la grossesse. Et elle a eu une IVG en 2014 où elle aurait dû avoir un dépistage, car c'est aussi une condition, un moment de la vie où il faut dépister les femmes. À l'époque, elle a été traitée par darunavir, tenofovir et emtricitabine, qui est la recommandation française de l'époque. Et dans le compte-rendu de l'époque, on voit écrit « Suivi difficile et césarienne programmée en janvier 2019 ». Pourquoi? Parce que la charge virale, comme vient de nous le dire notre ami Gabriel Touré, en fin de grossesse, était détectable à 1000 copies. Donc, c'est significativement une charge virale non contrôlée chez une femme traitée en fin de grossesse. Et c'est pour ça qu'on a fait une césarienne programmée et qu'on a traité l'enfant de façon renforcée. Le conjoint est négatif. C'est très important d'avoir le statut du conjoint et de même de pouvoir le dépister vous-même. Et la petite fille qui est née là est suivie et on a bien rattrapé puisqu'elle est négative pour le VIH à l'âge de 1 mois. Malheureusement, le dossier de cette dame s'est arrêté en mars 2019. Elle avait arrêté ses traitements et elle a arrêté le suivi. Le bilan avant qu'elle ne disparaisse du parcours, du circuit, était de 450 CD4 et 152 copies, donc sous traitement. Après tout, pourquoi pas. Cette dame revient vous consulter en 2020. Elle a un désir de grossesse. Qu'est-ce qu'il y a? Tu lances quoi? Mais attends, je parle. Elle n'a pris aucun antirétroviral depuis au moins 1 an. L'enfant n'a pas été suivi depuis son bilan de M1. Donc, ce n'est pas un suivi complet pour être assuré sur le statut de l'enfant. Que proposez-vous? Qu'est-ce qu'il me fait? Je mets la diapo d'après. Alors, que proposez-vous? De la suivre dans son projet de grossesse et de la mettre sous traitement antirétroviral de suite, de lui faire un bilan complet avant une remise sous traitement et d'attendre le contrôle de la charge virale sous contraception avant d'envisager une grossesse, donc d'essayer de stabiliser la situation, de faire dépister son enfant et son conjoint, de débuter un suivi d'éducation thérapeutique pour accompagner la reprise de traitement et reparler de la rupture thérapeutique. Cette dame a arrêté, elle était détectable en fin de grossesse, donc on est sur quelqu'un qui ne va pas être simple à suivre. Ensuite, autre proposition, de l'envoyer en gynéco-obstétrique pour avis sur une grossesse. Alors, vous avez quelques secondes, c'est ça? On a 10 sur 112. Voilà. Je commande tout de suite? Non, tu donnes le top fin pour que j'arrête et je te donne le résultat. D'accord. 33. 5, 4, 3. T'as arrêté? Bon, c'est arrêté. Alors, de la suivre dans son projet de grossesse et de la mettre sous traitement, vu la situation antérieure, ce n'est pas vraiment ce qu'on va faire dans l'immédiat, donc 8%, mais OK. 85%, donc l'immense majorité d'entre vous, lui font le bilan complet avant la remise sous traitement et on attendra que la charge virale soit contrôlée sous contraception pour éviter une grossesse mal partie avant d'envisager une grossesse. Je partage votre avis. De faire dépister son enfant et son conjoint, il devrait y avoir 100% là. Il y en a 20% qui ne dépistent pas assez. De débuter un suivi d'éducation thérapeutique, tout à fait. Hein, elle a une situation un peu chaotique. Elle n'est pas à l'aise avec les traitements, cette dame. Elle n'est pas à l'aise avec l'infection. Dès l'histoire, on le voit. Et donc, ça peut être d'une grande utilité pour son avenir à elle et pour ses enfants à venir. L'envoyer en gynéco, c'est un peu prématuré. Alors, on avance. Merci. Donc, ça, c'était les réponses que j'avais choisies. C'est les mêmes que vous voyez. Alors, le bilan montre 13 500 copies des 225 CD4, 15%. Le génotype de résistance montre une mutation K65R qui va donner une résistance au tenofovir et à la lamivudine. Donc, on a fermé les analogues nucléosidiques. Les bêta-HCG qu'on a bien fait de vérifier parce que souvent les femmes s'en vont à la naissance de l'enfant et reviennent à nouveau enceintes. Et là, ce n'est pas le cas. Transaminase normale, le mari et la petite fille sont négatifs, donc vous avez bien fait, ça rassure un peu
Ça apaise l'ambiance, on va dire. Toxonègre-béole positive, donc on va surveiller la toxoplasmose. Absence d'hépatite B, d'hépatite C et de syphilis. Ça, ce sont les sérologies que nous pratiquons en routine chez les femmes enceintes et encore plus les femmes enceintes VIH. La patiente a déclaré avoir trop de comprimés à prendre, darunavir et ritonavir pendant la grossesse en 2 fois par jour, et avoir des problèmes digestifs avec les inhibiteurs de protéase, ce qui n'est pas rare. Et ça a participé, en tout cas, on n'est pas sûr qu'il y ait que ça, mais ça a participé à l'arrêt du traitement en postpartum. Quel traitement antirétroviral et quelle contraception proposez-vous? Alors, les propositions. Pour le traitement antirétroviral, reprise du traitement par darunavir, ritonavir et TDF-FTC, avec la résistance. Traitement par dolutegravir, lamivudine. Raltegravir associé à étravirine. Étravirine, c'est un non-analogue nucléosidique inhibiteur de la transcriptase. Dolutegravir et rilpivirine, donc association d'inhibiteurs d'intégrase et de non-nucléosidiques. Ou darunavir, ritonavir et lamivudine. Je vous laisse quelques secondes. 10 quoi. C'est pas facile comme question. Hop. Alors, c'est intéressant. Ils ont eu le cours sur les antibiotiques. Ouais. Alors, 5, 4, 3, c'est fini. Pardon, je ne comprends pas votre système, mais c'est pas grave. Donc, 59% d'entre vous ont donné dolutegravir à lamivudine. On va demander à Christine de commenter. 33% vont donner dolutegravir et rilpivirine. Alors, dans dolutegravir et rilpivirine, il n'y a pas de résistance. Donc, vous avez choisi un traitement associant un inhibiteur de l'intégrase et un inhibiteur de la transcriptase non nucléosidique. Donc, 33%, un tiers d'entre vous. 60% donnent lamivudine. Tu veux commenter ou je... Oui, alors, non, moi, Roland, il y a une chose qui m'a frappée, c'est voilà, c'est comme ça, elle a une petite charge virale, 13 000, pourtant les CD4 sont bas. Donc, voilà, à voir si la dame ne prenait pas un peu des petits comprimés quand même. Il y a un laps de temps. Mais, et voilà. Et en plus, vous avez vu qu'elle a sélectionné donc une K65R. Là encore, on pourrait voir quel est le sous-type parce qu'il y en a qui sélectionnent beaucoup plus. En tout cas, elle n'a pas de 184, de mutation 184V. Le dolutegravir, la charge virale est faible pour ceux qui ont encore peur des bithérapies. Donc, franchement, elle va être indétectable. A priori, elle ne voulait pas trop de comprimés, donc c'est une gélule. Moi, ça me semble et adapté. Si on regarde bien et qu'on fait la somme, 90% d'entre vous lui donnent du dolutegravir sous une forme ou l'autre, donc on partage. Alors, hop. Et la contraception, tu l'as fait ou pas? C'est après la contraception. Non, mais il n'y aura pas de problème. Hop. Donc ça, c'est ce qu'on a dit. Alors, finalement, l'équipe a choisi un traitement simple en un comprimé. Elle va avoir rilpivirine, dolutegravir. Donc, un peu différent de... là, on assure complètement, pas de nucléosidique. C'est ce qui s'est passé. C'est vrai que les données sur quelqu'un qui avait reçu du FTC, elles se sont consolidées. Le fait que même s'il y avait une mutation 184, parce que quand même, elle était peut-être dans l'environnement, et je comprends que l'équipe ait pu donner quelque chose qui était vraiment en dehors du 3TC. Maintenant, les données, elles sont vraiment très rassurantes. Il y a un grand set de données et on pourrait, mais voilà, rilpivirine, dolutegravir, là encore, on ne va pas avoir des troubles digestifs si elle veut avoir... Tout à fait. Alors, pour la contraception, alors évidemment, quand on propose la contraception à une femme dans ces conditions qui veut un enfant, ce n'est pas simple. Hein. Elle a refusé les implants qui sont ce qu'on aime bien faire et le DIU également, parce qu'il n'y a pas besoin d'être observant avec ces deux méthodes contraceptives. Elle a même refusé le préservatif et elle a demandé une pilule. Et finalement, on va lui
proposer une pilule progestative optimisée en attendant une consultation de gynécologie. Ça, c'est ce qui s'est passé dans la réalité. Il faut, quand on prescrit une pilule, et vous allez avoir le topo juste après, vérifier les interactions. Ce que l'on fait, nous, on va vous en parler après, donc je ne rentre pas dans le détail. Ça, c'est le site de Liverpool où vous mettez drogue interaction, vous rentrez le médicament antiviral qu'elle prend et la pilule qu'elle prend, et on vous dit feu vert, il n'y a pas d'interaction prévue. Je vais bien sûr laisser Katia vous expliquer mieux, mais c'est vraiment ce qu'on fait. Alors chez nous, comme partout, il y a plein de modalités contraceptives. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu peux l'enlever? Hop, merci. Donc les œstroprogestatifs, les progestatifs, qui nécessitent quand même, ce sont des hormones qui nécessitent une observance pour éviter les grossesses. On préfère beaucoup les DIU et on préfère beaucoup les implants sous-cutanés, comme je l'ai dit, qui n'ont pas de problème, qui ne posent pas de problème d'observance particulier, qui posent des problèmes culturels, qui posent des problèmes d'acceptabilité. Quand on a le DIU, dispositif intra-utérin, quand on dit le mot stérilé, il y a stérile dedans pour une femme qui veut des enfants après, c'est pas génial. Donc il y a tout l'aspect psychologique, explication qui est très important. Donc je passe. Ça, ce sont les interactions connues. Donc nous, on a mis dolutegravir, vous voyez, il n'y a pas d'interaction avec les progestatifs qui sont là, et on a mis rilpivirine, il n'y a pas d'interaction non plus. Attention, il y a des médicaments qui donnent des grosses interactions, augmentation de 85% de la progestérone, augmentation de 126% avec le cobicistat de la progestérone, donc il faut faire très, très attention, et là aussi, je vais laisser Lucia faire son topo. Finalement, la patiente accepte le suivi et l'éducation, elle a compris l'intérêt du contrôle du VIH avant la grossesse et les risques de transmission. Elle est d'accord pour le comprimé unique, elle est d'accord pour la pilule. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. On prévoit de la revoir parce qu'il faut surveiller ces situations à 1 mois et 3 mois. À 1 mois, elle dit bien tolérer les traitements, elle dit bien prendre, c'est compliqué à vérifier. On n'a pas de toxicité hépatique, la charge virale a diminué et les CD4 sont stables. On est dans une situation qui a l'air d'aller dans le bon sens. On va pouvoir continuer et puis prévoir une grossesse plus tard. Tout est reconduit. On propose de mettre à jour les vaccinations. On en profite, y compris le Covid. On est en 2020. En avril 2021, la patiente ne vient pas au rendez-vous. Ça y est, on est reparti dans la difficulté. Elle n'a pas fait son bilan. Elle est contactée. Alors ça, c'est l'intérêt de l'éducation thérapeutique et de la surveillance des patients. Elle est contactée par l'infirmière et qui la convainc de venir. Et le bilan montre une charge virale indétectable. On est très content, mais des bêta-HCG positifs. Donc, elle a bien pris son traitement antirétroviral et il y a eu un problème avec la pilule. En tout cas, elle est enceinte. Que proposez-vous? Il y a un sondage? Alors, de convoquer la patiente, de faire une échographie obstétricale et un examen gynéco, organiser le suivi de grossesse, essayer de comprendre si la grossesse, si c'est une grossesse sous pilule ou pas, parce que soit il y a eu un problème d'interaction, soit il y a eu des oublis, soit elle l'a arrêté. Ce n'est pas tout à fait pareil. Discuter d'une modification ou du maintien du traitement antirétroviral, mais quelles options on aurait si on changeait? On l'a vu tout à l'heure, ça on a déjà répondu. Prévoir une surveillance rapprochée des bilans VIH et des dosages antirétroviraux, redépister le conjoint pour le VIH parce qu'ils ont quand même fait un bébé à un moment. Non, mais là, elle est indétectable à la fin. On va aller vite pour laisser la place. Voilà. Allez, c'est bon. Donc, 80% convoquent la patiente et s'occupent de la grossesse, échographie, examen gynéco, c'est très bien. 42% essayent de comprendre, alors c'est l'interrogatoire, on ne va pas faire des dosages, mais on essaye de voir avec elle. 30% discutent du changement, alors peut-être de l'Utécravir 3TC comme de l'Utécricine, soit garder celui-là. Alors, comme je l'ai dit dans le topo, quand on a un traitement qui est efficace, dont la patiente ne se plaint pas et qui nous convient, on va essayer de ne pas changer. Tout changement est une instabilité quelque part.
prévoir une surveillance rapprochée des bilans, certainement, et redépister le conjoint, la moitié d'entre vous. Donc, on est assez d'accord sur… Oui, elle est indétectable. En fait. Tu me l'enlèves? D'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? C'est fini? Oui. Donc, tout était bon. En fait, dis-moi, Roland, finalement, comprendre pourquoi, est-ce que ça va changer grand-chose? S'il y avait une interaction, ça veut dire qu'elle a pris d'autres choses, des médicaments tradis, des choses pour être enceinte en même temps que la pilule. C'est pour rassurer un peu l'ambiance. En fait, la patiente a eu des saignements sous pilule progestative, hein, ça arrive, et elle l'a interrompu dès le premier mois. Donc, elle ne l'a pas dit lors de la première visite, mais c'est pas que, on ne va pas l'accuser de mensonge. On s'est basé sur le VIH, on n'a pas vraiment discuté de la pilule. Donc, vous voyez, quand vous faites une prescription comme ça dans l'instabilité, il faut vraiment suivre de près. La grossesse a été datée de 9 semaines et l'équipe a décidé de laisser le traitement en un comprimé, bien toléré et efficace. Et donc, là, c'est la fin, là. Elle est en cours de suivi, les échos sont rassurants sur la charge virale et elle doit accoucher en décembre. Donc, cette dame, elle n'avait pas de problème d'interaction avec sa pilule, elle avait juste un problème d'effet indésirable de la pilule qui est connu et qui n'a pas été pris en compte par l'équipe médicale. Du coup, elle a arrêté et elle a continué les antirétroviraux. Voilà, merci beaucoup. Alors, il n'y a pas de questions là. Non, peut-être qu'on pourrait redire, je ne sais pas si donc Katia va en parler, mais on n'oublie pas que souvent les femmes, et il y avait une question tout à l'heure, la grossesse, les troubles digestifs, les envies de vomir, et on n'oublie pas que beaucoup de femmes, en particulier sous vos latitudes, prennent du kaolin, prennent des tas de choses, et attention parce que tout ce qui va comporter, mais peut-être Katia va en parler, attention aux interactions et aux diminutions d'absorption des molécules. Le kaolin, ça fait partie de l'interrogatoire. Nos femmes enceintes, ici, c'est 95% d'origine africaine. Et le kaolin entraîne une chélation du fer et une anémie qui peut être grave. Alors, ça empêche l'absorption des antirétroviraux et ça donne une anémie par chélation du fer. Hein. Donc, à éviter absolument. Voilà, donc merci beaucoup. Merci à Roland. C'est toujours important d'avoir ces cas pratiques qui ne sont pas inventés. Hein. C'est des situations vie réelles. Alors maintenant, je vais passer donc la parole à donc, Gilles Wandler, qui est le maître d'œuvre de cette série des Afranum. Et qui va introduire Katia Marzolini. J'avais fait un peu. Donc, à vous. Donc là, c'est la team suisse. Merci. Merci Christine. Merci Roland, qui nous a construit un magnifique pont vers la prochaine présentation avec son cas clinique. Donc moi, j'ai le plaisir d'accueillir Katia Marzolini, je crois pour la première fois dans nos Afranum. Voilà. Donc, Katia Marzolini est une pharmacologue VIH qui travaille dans la division des maladies infectieuses de l'hôpital universitaire de Bâle, en Suisse, au nord de la Suisse. Elle dirige un groupe de recherche et certains de ses intérêts sont notamment la simulation des interactions médicamenteuses. Katia, elle fait partie de l'équipe du site d'interaction médicamenteuse de l'université de Liverpool, dont Roland vous a déjà montré un screenshot rapide. Et donc, elle est également responsable des guidelines cliniques, donc des recommandations cliniques de la Société européenne de recherche clinique sur le sida, EACS. Entre autres, je passe les autres casquettes, elle est également très impliquée dans la cohorte VIH suisse. Et donc, nous, quand on a un problème, quand on a une question concernant des interactions médicamenteuses, je crois, dans toutes les cliniques universitaires de Suisse, on appelle vite Katia et puis elle nous donne une réponse toujours excellente. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir de l'avoir invitée pour nous parler du prochain thème qui est la contraception, le VIH.
Elle va nous parler un peu des aspects pharmacologiques. Ensuite, on va prendre quelques questions et puis vers la fin de l'heure qui lui est donnée, elle va nous parler un petit peu du site de Liverpool et puis elle va nous montrer en quelques minutes un peu, surtout pour les personnes qui ne l'ont encore jamais utilisé, comment utiliser ce site et vous verrez que c'est facile et c'est très, très important pour la clinique. Voilà, je te donne la parole, Katia. Merci beaucoup et on peut lancer le sondage. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Gilles, pour cette très gentille introduction. C'est un véritable plaisir pour moi d'être ici. C'est ma première fois à Afranom et je trouve que c'est un excellent programme. Alors, sans trop tarder, je vais passer à la première question. Les antirétroviraux suivants n'interagissent pas avec les contraceptifs oraux. Alors, la première possibilité, c'est darunavir boosté avec le ritonavir. La deuxième, c'est elvitegravir boosté avec le cobicistat, ou la doravirine, ou le dolutegravir, ou le tenofovir. Il faut savoir que vous avez la possibilité de donner plusieurs réponses, si vous pensez qu'il y a plus qu'une réponse qui est juste. Et je couvrirai les réponses tout à l'heure dans ma présentation. Je commenterai aussi les statistiques. Maintenant, la deuxième question est de savoir la suivante. L'efavirenz peut compromettre l'efficacité des contraceptifs oraux, mais pas celle des contraceptifs administrés sous forme d'implant, de patch ou d'anneau vaginal? Ou bien est-ce que l'efavirenz compromet l'efficacité des contraceptifs oraux ainsi que celle des contraceptifs administrés sous forme d'implant, de patch ou d'anneau vaginal? Ou est-ce que l'efavirenz peut compromettre l'efficacité des dispositifs intra-utérins à base de cuivre ou de lévonorgestrel? Est-ce que l'efavirenz peut compromettre l'efficacité de la pilule du lendemain, mais l'interaction peut être compensée en doublant le dosage de la pilule du lendemain, ou alors vous pensez qu'on ne peut pas compenser cette interaction en doublant le dosage de la pilule du lendemain. Donc, je vous laisse réfléchir quelques secondes. Il me faut au moins deux réponses. Une, c'est par rapport à la pilule du lendemain et l'autre, c'est par rapport à l'effet en fonction des différentes formes d'administration. Et finalement, la troisième question est la suivante. Quelle est la méthode contraceptive la plus efficace parmi cette liste? Est-ce que c'est le préservatif, la pilule contraceptive, l'implant contraceptif, le stérilet ou le contraceptif injectable de type Depo-Progera, c'est la métroxyprogestérone? Là, je vous laisse réfléchir quelques petites secondes et je pense qu'on aura bientôt le résultat de votre vote qui va apparaître à l'écran et que je vais pouvoir commenter. Alors voilà, donc vous pensez que les antirétroviraux, vous pensez que la doravirine à 26% n'interagit pas avec les contraceptifs, donc c'est une bonne réponse. La majorité a répondu que le dolutegravir n'interagit pas. De nouveau, je pense que c'est une très bonne réponse, ainsi que le tenofovir. Pour la deuxième question, alors vous pensez que l'efavirenz peut compromettre l'efficacité des contraceptifs oraux, mais pas celle des contraceptifs qui sont administrés par d'autres voies. Donc, c'est quand même 48% des gens qui ont cette conviction. Et là, je pense que je vais essayer de vous montrer que ce n'est pas tout à fait le cas. Et puis, vous voyez que vous pensez qu'il y a une interaction avec la pilule du lendemain et que l'interaction peut être compensée en doublant la dose. Là, c'est 45% des participants, mais c'est quand même 50-50. Alors, je vous donnerai la réponse tout à l'heure. Et puis, vous pensez, alors je suis très étonnée, 55% des gens pensent que le préservatif est la méthode la plus efficace. Ça, c'est intéressant. Sinon, 35% ont mis l'implant, ce qui est une très bonne réponse, et le stérilet aussi, le contraceptif injectable.
Alors, écoutez, je vais poursuivre avec ma présentation et j'essaierai d'apporter quelques réponses à ces questions. Je fais une capture de mon écran. Je vais lancer ma présentation en format grand. Alors, attendez, il faut du temps. Alors, donc, comme j'ai dit, c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir vous parler des aspects pharmacologiques de la contraception et VIH. Alors, la première constatation qu'on peut faire est que la contraception est sous-utilisée chez les femmes infectées par le VIH, puisque cette étude qui a été conduite à Cape Town montre que la prévalence de grossesse non planifiée est de 50% et est plus élevée dans le groupe de femmes VIH positives par rapport aux femmes VIH négatives. Et cette étude montre aussi de manière très intéressante que les femmes VIH positives sous traitement antirétroviral ont tendance à utiliser davantage des préservatifs masculins par rapport aux femmes VIH positives qui ne sont pas encore sous traitement. Et donc, cette observation pourrait s'expliquer par la crainte d'avoir des interactions médicamenteuses entre les traitements antirétroviraux. Et donc, je vais centrer une bonne partie de ma présentation sur la problématique des interactions médicamenteuses entre les antirétroviraux et les contraceptifs. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous rappeler, et ça c'est important, que c'est en fait le progestatif qui assure l'efficacité de la contraception hormonale. Le progestatif va notamment augmenter l'épaisseur de la glaire cervicale, il va notamment inhiber l'ovulation. L'œstrogène, quant à lui, améliore la tolérabilité et prévient notamment des saignements irréguliers. Les contraceptifs, comme l'a indiqué Roland, hormonaux sont disponibles sous plusieurs formes, comme la pilule, le patch, l'injectable, l'implant et le stérilet. Et ces méthodes contraceptives n'ont pas toutes la même efficacité. Cette étude qui a déterminé le taux d'échec de la contraception de plusieurs méthodes contraceptives à 12 mois, 24 et 36 mois montre que l'implant est la méthode pour laquelle il y a le moins d'échecs de contraception, mais suivi de très près par le stérilet qui demeure une méthode efficace et aussi la forme injectable. Par contre, le préservatif, vous voyez que ce n'est pas la méthode de contraception la plus fiable. Alors, il faut dire qu'il existe plusieurs challenges qui sont liés à l'évaluation des interactions médicamenteuses avec les contraceptifs. Alors, tout d'abord, il existe une grande variabilité intra- et interindividuelle des concentrations d'hormones. Et donc, ce n'est pas toujours facile d'interpréter ces résultats des interactions avec les contraceptifs. Par ailleurs, la relation entre la pharmacocinétique, c'est-à-dire les concentrations de contraceptifs, et la pharmacodynamique, c'est-à-dire l'effet des contraceptifs, n'est pas toujours bien définie. Par exemple, il y a des grossesses qui sont survenues sous implant de lévonorgestrel à des concentrations plasmatiques de 180 picogrammes par ml, alors qu'avec l'implant d'étonogestrel, des concentrations supérieures à 90 picogrammes par ml suffisent en principe pour inhiber l'ovulation. Une autre difficulté est que le seuil des concentrations efficaces et toxiques n'a pas été bien établi. Il faut aussi savoir que dans les études d'interaction médicamenteuse, le risque de grossesse se base sur la mesure de l'ovulation. Or, l'ovulation est un marqueur imprécis puisqu'une ovulation ne donne pas toujours lieu à une grossesse. Et finalement, la FDA ne requiert qu'une seule étude d'interaction médicamenteuse et les résultats de cette étude sont extrapolés à d'autres contraceptifs. Or, cette extrapolation n'est pas optimale et je vais vous expliquer pourquoi.
Alors, en présence d'un médicament inhibiteur du cytochrome 3/4, les concentrations de vos hormones, notamment du progestatif, vont augmenter comme c'est illustré sur l'image de gauche. Mais vous pouvez voir sur l'image de droite qui représente en fait les concentrations de progestatif en présence d'un inhibiteur du 3/4 versus les concentrations de progestatif seul. Alors, vous pouvez voir qu'il y a des grandes variabilités dans l'effet des inhibiteurs. Il y a des inhibiteurs, même si on regarde dans le groupe des inhibiteurs puissants, vous voyez qu'il y a des inhibiteurs qui vont augmenter les concentrations de progestatif de plus de 2 fois. Il y en a qui vont avoir un tout petit effet. Et donc, ça me ramène au commentaire que je vous disais avant. Le fait d'avoir une seule étude d'interaction et d'extrapoler à d'autres contraceptifs, ce n'est pas optimal parce qu'on voit effectivement que tous les inhibiteurs n'ont pas le même effet, ne vont pas conduire à la même magnitude de l'interaction médicamenteuse. Et on peut faire, si on regarde sur cette page l'effet d'inducteur du cytochrome 3/4, donc si vous donnez un inducteur en présence d'hormones, vous voyez que l'inducteur va diminuer les concentrations de votre hormone. Et de nouveau, lorsqu'on utilise, vous utilisez vos hormones avec plusieurs inducteurs, vous voyez à nouveau, comme tout à l'heure, qu'il y a des différences au niveau de la magnitude de l'interaction médicamenteuse. Donc, nous avons vu que les concentrations d'hormones peuvent soit augmenter en présence d'un inhibiteur ou diminuer en présence d'un inducteur du métabolisme. Alors, voyons maintenant quels sont les risques qui sont liés à des concentrations basses ou élevées d'éthénylestradiol et de progestatif. Alors, les concentrations basses d'éthénylestradiol peuvent occasionner des saignements. Je vous ai dit tout à l'heure que le rôle de l'éthénylestradiol, c'est de favoriser la tolérabilité. Donc, elles peuvent occasionner des saignements irréguliers, ce qui peut en fait favoriser une non-compliance. Et je crois que le cas que Roland a présenté tout à l'heure illustre bien ce facteur. Maintenant, des concentrations élevées d'éthénylestradiol, alors ça c'est plus problématique parce qu'elles peuvent potentiellement augmenter le risque de thrombose. Maintenant, des concentrations basses de progestatif, c'est aussi problématique puisque je vous ai dit tout à l'heure que c'est le progestatif qui assure l'efficacité de la contraception. Donc, si vous diminuez les concentrations de progestatif, il y a un risque de perte d'efficacité de la contraception. Et finalement, les concentrations élevées de progestatif, alors Roland a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des concentrations élevées qui peuvent en fait causer des effets indésirables tels que nausées, œdème ou acné, mais en général, enfin, d'après les rapports qu'on voit, c'est plus ou moins assez bien toléré. Je dirais que c'est plus problématique d'avoir des concentrations élevées d'éthénylestradiol parce que ça augmente les risques de thrombose que finalement d'avoir des concentrations élevées de progestatif. Alors, voyons maintenant quels sont les mécanismes des interactions médicamenteuses entre les antirétroviraux et les contraceptifs. Alors, il faut avoir quelques notions pour bien comprendre les interactions. Alors, il faut savoir que l'éthénylestradiol est métabolisé par le 3/4, mais qu'il est aussi glucuroconjugué, alors que les progestatifs sont uniquement métabolisés par le 3/4. Donc ça, c'est un concept qui est important. Pourquoi? Si maintenant vous prenez un booster pharmacocinétique, le ritonavir, alors vous savez certainement que le ritonavir a un fort effet d'inhibition du 3/4 et donc va augmenter les concentrations de progestatifs. Mais, et ça il ne faut pas oublier, le ritonavir a aussi des effets d'induction sur la glucuroconjugaison et donc va diminuer les concentrations d'éthénylestradiol. Donc, le ritonavir a deux effets opposés. D'un côté, il augmente le progestatif et de l'autre côté, il diminue l'éthénylestradiol. Maintenant, si on regarde des inhibiteurs de la protéase comme l'atazanavir non boosté, alors l'atazanavir non boosté va à la fois inhiber le 3/4 et la glucuroconjugaison et donc va augmenter à la fois le progestatif
et l'éthénylestradiol. Et c'est pour ça que si vous avez un patient qui prend de l'atazanavir non boosté, on recommande de ne pas utiliser des doses d'éthénylestradiol qui soient supérieures à 30 microgrammes, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne veut pas éviter des problèmes d'avoir des concentrations trop élevées de thrombose. Maintenant, si vous prenez l'atazanavir qui est boosté avec le ritonavir ou d'autres inhibiteurs de la protéase qui sont boostés avec le ritonavir, eh bien, ils vont augmenter le progestatif en raison de l'inhibition du 3-4, mais ils vont diminuer l'éthénylestradiol en raison de l'induction. Et c'est pour ça que si vous avez de l'atazanavir boosté avec le ritonavir, les recommandations, c'est qu'il faudrait au moins, il ne faudrait pas avoir des concentrations d'éthénylestradiol inférieures à 30 microgrammes. Donc voilà comment on explique ces différences. Maintenant, si on regarde les inhibiteurs de l'intégrase, ben, on voit que le raltegravir, le dolutegravir, bictegravir et même le tout dernier, le cabotegravir, n'ont pas d'effet d'inhibition ou d'induction sur les enzymes métaboliques. Et donc, on peut vraiment les utiliser sans souci d'interaction avec les hormones contraceptives. Si on regarde au niveau de la classe des inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse, ben, il faut savoir, je crois que l'interaction la plus importante, c'est avec les favirenz, puisqu'il a des effets d'induction. Et je vous ai dit tout à l'heure que si vous ajoutez un inducteur, ça va diminuer les concentrations de progestatifs. C'est le progestatif qui assure l'efficacité de la contraception, et aussi dans le cas présent de l'éthénylestradiol. Et donc là, il y aura un souci par rapport à l'efficacité de votre contraception. J'ai oublié de vous mentionner que la rilpivirine et la doravirine n'ont pas d'effet d'inhibition ou d'induction, tout comme les NRTI, les inhibiteurs de la reverse transcriptase inverse, qui n'ont pas, de risque d'interagir avec la contraception. Un autre commentaire qu'il est important d'avoir à l'esprit, c'est que le risque d'interaction peut aussi varier en fonction du mode d'administration. Les interactions, les formes orales, ben vous avez des interactions qui peuvent se produire au niveau de l'intestin et du foie. Donc, vous avez deux endroits où ça peut interagir. Donc, la magnitude des interactions médicamenteuses aura tendance à être plus importante si vous prenez un médicament oralement, alors que si vous donnez un médicament par injection ou d'autres méthodes non orales, on peut s'attendre à ce que l'interaction soit mitigée parce qu'on bypass, si vous voulez, l'effet de premier passage, les interactions qui peuvent se produire au niveau de l'intestin. Vous pouvez y voir ici un résumé des interactions médicamenteuses entre antirétroviraux et contraceptifs. Alors, je suis tout à fait d'accord, je vous ai donné beaucoup d'informations, je ne vous demande pas de retenir toutes ces informations. Vous pouvez trouver des informations sur les interactions médicamenteuses auprès du site de l'Université de Liverpool. Je vous ferai une démonstration tout à l'heure et je vous montrerai aussi où vous pouvez trouver cette table qui donne en fait une vue d'ensemble du risque d'interaction médicamenteuse. Et donc, je ne vais pas m'attarder sur cette table parce que maintenant, je vais discuter plus en détail quelques interactions médicamenteuses. Alors, je commencerai par cette étude randomisée avec groupe placebo qui a évalué l'impact du dolutegravir sur le norgestimate et l'éthénylestradiol lorsque ces contraceptifs sont administrés par voie orale. Et vous voyez, ça c'est la situation optimale, que le dolutegravir n'altère pas du tout la pharmacocinétique de ces deux agents. Et donc, le message à retenir vraiment, c'est que le dolutegravir ainsi que le raltegravir, le bictegravir, le cabotegravir, mais également la doravirine et la rilpivirine ainsi que les NRTI n'ont pas d'effet d'inhibition ou d'induction sur les enzymes et donc on peut vraiment les donner en toute sécurité avec les contraceptifs hormonaux, il n'y aura pas d'interaction médicamenteuse. Donc là, j'ai commencé par le cas facile, ça veut dire que vous vous doutez qu'on va aller vers les plus difficiles. Alors, deuxième cas de figure, ce sont les interactions médicamenteuses avec les contraceptifs et les antirétroviraux boostés. Alors, je tiens à souligner, donc vous avez ici un résumé de plusieurs études qui ont évalué ces associations et qui montrent qu'en général, le progestatif
est augmenté en présence d'antirétroviraux boostés. Ça, c'est normal parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, le progestatif est métabolisé par le 3 à 4. Donc, l'inhibition du ritonavir va faire monter les concentrations de progestatif. Donc, en principe, puisque les concentrations de progestatif augmentent, ça n'a pas un impact sur l'efficacité de la contraception. Par contre, vous voyez que la plupart de ces études ont montré que les antirétroviraux boostés vont diminuer l'éthénylestradiol en raison de l'induction par le ritonavir de la glucuroconjugaison. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, une diminution des concentrations d'éthénylestradiol peuvent donc occasionner des saignements irréguliers. Voyons maintenant l'effet de l'inducteur enzymatique efavirenz sur les contraceptifs oraux, norgestimate et éthénylestradiol. Donc, comme indiqué sur le graphique de gauche, l'efavirenz diminue modestement les concentrations d'éthénylestradiol. Par contre, il diminue de manière marquée les concentrations de norgestimate. Vous voyez une diminution de l'exposition de 64%, diminution des concentrations minimales de 82%, c'est énorme, et donc peut compromettre l'efficacité de la contraception. Donc ça, c'était une étude qui regardait les contraceptifs administrés par voie orale. Et par conséquent, il est recommandé d'utiliser une méthode de contraception à effet barrière chez les femmes qui seraient sous efavirenz. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si des contraceptifs administrés par voie non orale peuvent limiter l'interaction avec l'efavirenz. Alors, voyons quelques réponses. Alors ici, c'est une étude qui a évalué l'effet de l'efavirenz sur le dépôt méthoxyprogestérone qui est administré par voie injectable une fois tous les 3 mois et qui a montré que l'efavirenz ne changeait pas de manière significative la pharmacocinétique de cette hormone. Mais j'aimerais attirer votre attention, et ça je pense que c'est un message important, sur le fait que cette étude a montré que lorsque le dépôt méthoxyprogestérone est donné chez des femmes qui seraient co-infectées VIH et tuberculose et qui donc reçoivent l'efavirenz et la rifampicine, on court le risque d'avoir des concentrations de méthoxyprogestérone qui sont sous-thérapeutiques à la 12e semaine post-injection. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut donner toutes les 12 semaines. Donc, vous voyez effectivement les concentrations de méthoxyprogestérone que vous obtenez lorsque vous avez l'efavirenz rifampicine, ici en orange, versus les concentrations de méthoxyprogestérone que vous obtenez au cours du temps seulement avec l'efavirenz. Et donc, vous voyez que les concentrations diminuent plus rapidement en présence de 2 inducteurs. Et c'est pour ça que la recommandation est que si vous avez une patiente sous 2 inducteurs, il faudrait administrer la dépôt méthoxyprogestérone toutes les 8 à 10 semaines et pas attendre 12 semaines parce que là, vous allez être sous thérapeutique. Donc, un risque d'échec de votre contraception. Maintenant, qu'en est-il de l'interaction entre l'efavirenz et l'anneau vaginal à base d'étonogestrel et d'éthénylestradiol? Donc, cette étude a mesuré les concentrations d'hormones chez des femmes sous traitement d'efavirenz, ici en rouge, chez des femmes sous traitement d'atazanavir boosté, ici en bleu, et chez un groupe contrôle de femmes VIH positives, mais sans traitement antirétroviral, ici en vert. Cette étude montre que l'efavirenz diminue de manière marquée de nouveau les concentrations d'hormones avec une diminution de 79% de l'exposition d'étonogestrel et de 59% de l'exposition d'éthénylestradiol par rapport au groupe contrôle, ce qui peut évidemment compromettre l'efficacité de la contraception. Donc, une méthode de contraception à effet barrière doit être utilisée en présence d'efavirenz chez des femmes qui reçoivent un anneau vaginal. De manière intéressante, vous voyez que l'atazanavir boosté avec le ritonavir, quant à lui, augmente l'exposition de l'évonogestrel parce qu'il inhibe le métabolisme, donc une augmentation de 71%, et réduit l'exposition, les concentrations d'éthénylestradiol de 38%. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que le taux de progestérone est demeuré indétectable sous atazanavir boosté, ce qui suggère que l'efficacité de la contraception est maintenue
Par contre, la diminution, comme je disais tout à l'heure, d'éthénylestradiol sous atazanavir peut occasionner plus de saignements irréguliers. Donc, c'est important de garder en tête que voilà, les inhibiteurs boostés n'altèrent pas en principe l'efficacité de la contraception. Voyons maintenant l'interaction entre l'efavirenz et l'implant de levonorgestrel. Cette étude a mesuré les concentrations de levonorgestrel dans un groupe de femmes VIH positives sans antirétroviraux, ici en bleu, chez des femmes sous traitement de nevirapine, ici en vert, et chez des femmes sous traitement d'efavirenz, ici en rouge. Et vous pouvez voir que l'efavirenz, de nouveau, diminue de manière marquée les concentrations de l'hormone avec une diminution de 45 à 57% des concentrations de levonorgestrel par rapport au groupe contrôle. Et dans cette étude, 3 grossesses se sont produites dans le groupe de patientes sous efavirenz. Et donc, l'efficacité de l'implant, on peut dire qu'elle est clairement, elle a vraiment été démontrée qu'elle était clairement compromise en présence d'efavirenz. Et par conséquent, il est recommandé d'utiliser une méthode de contraception à effet barrière chez les femmes qui seraient sous efavirenz et qui ont cet implant. La nevirapine, quant à elle, ne diminue pas les concentrations de levonorgestrel et peut être utilisée avec l'implant. Alors, peut-être que vous vous posez la question de savoir si l'interaction entre l'efavirenz et l'implant peut être compensée en doublant la dose de l'implant. Alors, cette étude a mesuré les concentrations de levonorgestrel dans un groupe contrôle de femmes VIH positives mais sans traitement antirétroviral, ici en bleu, dans un groupe de femmes sous traitement d'efavirenz mais avec un doublement de la dose de levonorgestrel, soit 300 mg, ici en rouge, et dans un groupe de femmes sous efavirenz et recevant le levonorgestrel à une dose de 150 mg, la dose standard, ici en vert. Et vous pouvez voir que le doublement de la dose de levonorgestrel ne compense que partiellement l'interaction avec l'efavirenz, puisque les concentrations de levonorgestrel sont quand même réduites de 34% avec la dose de 300 mg, alors qu'avec la dose de 150 mg, elles sont réduites de 57%. Donc, il y a quand même une diminution des doses de levonorgestrel avec le 300 mg. Et cette étude a aussi montré que les taux de progestérone étaient supérieurs à 3 nanogrammes par ml chez 25% des patientes qui avaient reçu une double dose. Donc, l'efficacité de cette approche de doubler la dose de votre implant demeure très incertaine et probablement à l'heure actuelle des données n'est pas recommandée. On ne peut pas garantir que la contraception va être efficace. Je voudrais signaler cette étude rétrospective qui inclut plus de 24 000 femmes VIH positives au Kenya et qui a comparé le nombre de grossesses non planifiées sous implant en présence d'un traitement d'efavirenz par rapport à d'autres méthodes de contraception. Alors, cette étude, elle montre effectivement que sous implant et avec l'efavirenz, il y a un taux de grossesse qui est 3 fois plus élevé par rapport à ce qu'on observe chez les patientes qui seraient sous implant et nevirapine. Mais il est important de noter que ce risque de grossesse sous implant avec efavirenz est moins important que ce qu'on observe avec d'autres méthodes de contraception, puisque vous voyez que le risque est 1 fois 1,6 plus élevé chez les patientes qui seraient sous efavirenz et qui recevraient une injection de méthoxyprogestérone. Elles ont un risque de grossesse qui est plus élevé. Et ce qui peut s'expliquer aussi par le fait que, avec l'implant, comme je vous ai dit tout au début, c'est la méthode quand même de contraception la plus efficace. Alors, il est aussi important de savoir que certains facteurs, et notamment le poids, peuvent influencer les concentrations d'hormones contraceptives. Cette étude de pharmacocinétique de population a montré qu'un poids élevé augmente le risque d'avoir une exposition sous-thérapeutique d'épométhoxyprogestérone 12 semaines après l'injection. Et cette table montre le pourcentage de femmes avec exposition sous-thérapeutique en fonction du poids lorsque le dépôt de méthoxyprogestérone est donné seul ou en présence d'efavirenz ou d'efavirenz et rifampicine. Donc, le risque d'avoir des concentrations sous-thérapeutiques augmente clairement avec une augmentation du poids.
et surtout si les femmes reçoivent des traitements qui induisent le métabolisme comme les favirenz et la rifampicine. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez des femmes sous inducteur, faites attention et d'autant plus si elles ont un poids élevé, n'attendez pas 12 semaines avant de faire la prochaine injection. Faites vos injections toutes les 8 à 10 semaines pour éviter d'être sous thérapeutique. Je voudrais aussi signaler cette autre étude qui a évalué l'effet du poids sur les concentrations de lévonorgestrel données comme contraception d'urgence ou pilule du lendemain. La dose standard, c'est normalement 1,5 mg. Donc, en noir, vous avez représenté les concentrations d'hormones chez des femmes non obèses et en rouge chez des femmes obèses lorsque l'hormone est donnée à une dose de 1,5 mg. Et on constate qu'elles ont en fait des concentrations, ces femmes obèses, beaucoup plus basses d'hormones, alors que si on double la dose de lévonorgestrel à 3 mg, ça permet de compenser et vous voyez que les concentrations chez ces femmes obèses donc, sont comparables à celles qui ne sont pas obèses sous un dosage de 1,5 mg. Et puisque j'ai abordé le sujet de la contraception d'urgence, j'aimerais aussi vous indiquer que l'efavirenz peut diminuer l'effet de la contraception d'urgence ou la pilule du lendemain. Dans cette étude récente, randomisée, les patientes sous traitement d'efavirenz ont reçu le lévonorgestrel soit à une dose de 1,5 mg, c'est la dose standard, ou ont reçu une double dose de lévonorgestrel, 3 mg. Et vous pouvez voir que le Cmax, les concentrations maximales, les concentrations minimales et l'air sur la courbe du lévonorgestrel à une dose de 1,5 mg sont effectivement fortement diminuées en présence d'efavirenz en comparaison avec le groupe contrôle de patientes qui reçoivent le lévonorgestrel à 1,5 mg mais sans efavirenz. Et un doublement de la dose de lévonorgestrel permet d'obtenir des concentrations maximales de lévonorgestrel supérieures aux valeurs qu'on observe pour le groupe contrôle, alors qu'on n'arrive pas vraiment à compenser, pas tout à fait à compenser le C-min et l'air sur la courbe. Alors vous allez me dire, est-ce que ça c'est un problème? Apparemment, il semblerait que non, puisqu'il semblerait que l'effet de la pilule du lendemain soit surtout lié aux concentrations C-max. Alors, étant donné qu'on arrive en doublant la dose de lévonorgestrel, on arrive à avoir des concentrations de Cmax bien élevées, même plus élevées que le groupe contrôle, on peut partir de l'idée qu'un doublement de la dose de lévonorgestrel est sécure et va permettre en fait de compenser l'interaction avec l'efavirenz. Et avant de conclure cette présentation, j'aimerais aussi mentionner qu'il existe toute une recherche maintenant qui essaie en fait, de combiner des méthodes, alors méthodes de contraception avec traitement préventif du VIH. Donc, c'est en cours de développement et c'est ce qu'on appelle en anglais, c'est Multipurpose Prevention Technology. Alors, il y a eu un workshop en début d'année, le HIV Research for Prevention, si vous êtes intéressé sur le sujet, mais il faut savoir qu'il y a toutes sortes de combinaisons qui sont testées à l'heure actuelle, comme par exemple l'association d'apévirine pour la prévention du VIH et avec le contraceptif lévonorgestrel. Et j'aimerais signaler cette étude qui a été réalisée auprès de couples en Ouganda et Zimbabwe qui ont été interviewés par rapport à leur perception et de ces méthodes combinant contraception et prévention du VIH. Les résultats de l'étude montrent que 91% des couples sont favorables à l'utilisation de ces méthodes qui combinent plusieurs traitements. Et un des facteurs, un des arguments en faveur de l'utilisation de ce système est qu'il limite, entre autres, le nombre de visites dans un centre médical et qu'il permet aussi d'évoquer le sujet de la prévention de grossesse avec un partenaire donné sans devoir toutefois aborder le sujet de la prévention du VIH. Alors, j'arrive à la conclusion de ma présentation. Les deux messages que j'aimerais que vous reteniez, c'est que les interactions médicamenteuses qui peuvent conduire à une perte de l'efficacité de la contraception hormonale se produisent essentiellement avec l'efavirenz,
que plusieurs contraceptifs hormonaux peuvent être utilisés avec d'autres antirétroviraux. Ils sont en général bien tolérés chez les femmes VIH positives et donc n'hésitez pas à proposer la contraception. Et comme le cas que Roland a montré tout à l'heure, il est toutefois important de bien rappeler qu'une contraception ne peut fonctionner que si la compliance est bonne. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Katia. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Beaucoup d'informations. On va essayer de mettre aussi à disposition les slides afin que les participants puissent revoir certaines de ces slides. Moi je n'ai pas tout retenu, donc j'imagine que pas tout le monde aura pu tout retenir. En attendant les quelques questions qui vont se mettre dans le chat, est-ce qu'en simplifiant maximalement pour les gens qui suivent des personnes avec le VIH en Afrique subsaharienne et qui ont comme première ligne de traitement l'amivudine, tenofovir, dolutegravir, est-ce qu'on peut dire à ces gens-là qu'il n'y a aucun problème avec quoi que ce soit comme contraceptif, on peut y aller, et puis tout le reste, quand on commence à donner surtout les favirenz, on l'a bien entendu, mais peut-être aussi les inhibiteurs de la protéase, là, il faut faire un petit check sur la plateforme. Absolument, tu as raison. Je crois qu'il faut donner un message simple. Le dolutegravir, vous pouvez l'utiliser avec toutes les méthodes de contraception. Il n'y aura pas de risque d'interaction, pas du tout. Donc, vous pouvez vraiment proposer tous les choix à vos patientes. Le plus problématique dans l'histoire, c'est les favirenz. Les inhibiteurs boostés, il faut savoir que, voilà, il faut faire un check du Liverpool, mais il faut aussi retenir le message qu'en principe, ils ne diminuent pas l'efficacité. On a vu qu'ils augmentaient la progestative. Mais effectivement, ce qui peut se produire, c'est le fait qu'ils diminuent les concentrations d'éthénylestradiol et qu'il peut y avoir ces saignements irréguliers. On peut se retrouver dans la situation du cas que Roland a présenté tout à l'heure, où la patiente va arrêter de prendre le contraceptif, voilà, parce qu'elle présente des saignements irréguliers. Donc, effectivement, oui, je dirais que, si vous voulez, il y a un risque de perte d'efficacité indirecte qui est lié à ces diminutions d'éthénylestradiol. Super. Juste pour l'organisation, il nous reste un bon quart d'heure. Combien de temps as-tu besoin pour la présentation de la base de données Je pense environ 5 minutes, ça devrait suffire. 5, oui, je peux faire. D'accord. Alors, je te propose qu'on fasse ça maintenant. Oui. Et puis, ensuite, on a encore quelques minutes pour les questions, si jamais. Oui. Alors, je me lance. Attendez. Excusez-moi, j'ai fait tout faux. Pas de souci. J'avais fait une répétition tout à l'heure pour éviter effectivement qu'il y ait des problèmes. Là. Et voilà, donc je vais me connecter. On est sur Google. Voilà, ouais. À la base de données. Alors, comme l'a montré tout à l'heure Roland, donc, vous pouvez introduire votre antirétroviral pour lequel vous cherchez l'information sans faire de faute de frappe, si possible. Hein. Et puis, là, on va mettre le lévonorgestrel. C'est plus dur hein, de faire du direct. Voilà. Et donc, vous avez l'information, vous pouvez cliquer ici. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est rouge. Là, il n'y a pas d'étude, mais il y a une explication par rapport au risque. Maintenant, il faut savoir, et souvent les gens oublient, voilà, on a une interaction rouge. Quelles sont les alternatives? Alors, vous pouvez cliquer ici et ça va vous donner une vue d'ensemble des alternatives. Donc, on voit qu'il y a quand même pas mal de rouge avec les favirenz, mais vous voyez qu'avec le stérilet à base lévonorgestrel, on voit que c'est vert, que c'est possible de donner. La pilule du lendemain, on a vu que c'est orange ici parce qu'on a la possibilité de surmonter cette interaction en doublant le dosage. Donc, juste, n'oubliez pas qu'il y a cette possibilité, en fait, de voir les alternatives. Maintenant, là, j'essaie de retourner.
Et puis, voilà, vous n'êtes pas satisfait de votre efavirenz, vous pensez à vouloir donner un autre traitement. Donc là, vous pouvez taper le dolutegravir. Et je voulais aussi vous rappeler que vous pouvez vous faire des tables d'interaction personnalisées. Donc ici, vous voyez que, bon, bah, du coup, il s'est enlevé, mais vous avez, j'avais sélectionné avant l'efavirenz, le dolutegravir, ça ne suffit pas, il faut que je mette un peu plus de contraceptifs, mais vous sélectionnez vos médicaments et puis vous pouvez créer vos tables, voyez. Donc, ça vous donne une idée des traitements que vous avez, que vous pouvez choisir pour votre patiente si vous hésitez, par exemple, et imprimer votre table personnalisée. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire, c'est que, voilà, les gens connaissent surtout le site de Liverpool par rapport à ce checker d'interaction, mais il faut savoir qu'on a beaucoup de documents qui peuvent vous aider à prescrire vos antirétroviraux. Ces documents, vous pouvez les trouver dans ce dossier Prescribing Resources. Alors, les premiers documents sur lesquels vous allez tomber, ce sont les fameuses tables d'interaction médicamenteuse que je vous ai montrées avant, qui vous donnent une vue d'ensemble du profil d'interaction. Donc, là, c'est pour les contraceptifs. Si vous ne savez pas quel antirétroviral choisir, ben là, vous voyez que le dolutegravir, c'est vert partout. Il faut savoir qu'on a une vingtaine de ces tabelles qui couvrent en fait plusieurs classes thérapeutiques. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez aussi trouver, voilà, dans ce dossier ici, Prescribing and Dosing Guidance, plusieurs sortes de documents. Alors, par exemple, ici, vous avez les interactions avec la PrEP. Vous avez ici un document qui est utile pour les patients qui ont des difficultés à avaler et qui vous donne des recommandations d'administration de votre antirétroviral, à savoir quels sont les antirétroviraux qu'on peut écraser, ceux qu'on ne peut pas écraser pour des patients qui auraient des problèmes de déglutition. C'est toujours une information qui est importante. Et vous voyez qu'il y a toutes sortes de documents. Il y a les ajustements de doses d'antirétroviraux chez des patients qui auraient des insuffisances rénales, par exemple, ou des interactions plus spécifiques au chemsex, par exemple. Et puis, je voulais aussi préciser, donc il faut que je retourne un cran en arrière. Oh, pardon, que si des fois vous voulez approfondir un sujet et que vous voulez comprendre, mais pourquoi est-ce que les cations interagissent avec les inhibiteurs de l'intégrase, il faut savoir que sous cet onglet Interaction Explain, on vous explique le mécanisme en détail des interactions avec les cations divalents. De nouveau, vous pouvez trouver une table des interactions qui vous montre voilà, quels sont les médicaments qui interagissent, etc. Et vous trouvez aussi dans cette table des documents qui vont vous expliquer l'induction enzymatique, combien de temps ça met avant de s'établir, combien de temps il faut compter pour que ça s'enlève. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur les principes de pharmacologie, je vous invite à consulter ce dossier. Et puis, je pense que c'est très utile pour une bonne partie de notre audience. Je voulais vous informer qu'on a créé ce document. Alors, ça n'a rien à voir avec VIH, mais en fait, c'est les interactions entre le 3-HP, ça c'est isoniazide, rifampicine qu'on donne une fois par semaine pour le traitement de la TB latente. Alors, on s'est dit qu'il fallait qu'on crée ce document parce qu'une administration une fois par semaine d'un inducteur, ce n'est pas un truc évident à comprendre du point de vue des interactions. Donc, il faut savoir que vous pouvez télécharger ce document ici. Donc, il y a une information sur les interactions médicamenteuses pour 200 comédications avec les couleurs et tous les commentaires si jamais. Donc, je voulais signaler ce document qui est nouveau et qui peut être utile là où vous travaillez. Donc, voilà, c'était un peu les grandes lignes de ce que vous pouvez trouver en fait dans ce site d'interaction de Liverpool. Si vous avez du temps, vous pouvez aussi consulter nos vidéos. On explique les principes de pharmacologie. Et il y a aussi des vidéos sur des symposiums d'interaction médicamenteuse qu'on a fait dans le passé lors de conférences, par exemple. Donc, voilà.
Merci beaucoup. Donc, vous l'aurez compris, c'est une ressource extrêmement riche. Même moi, il y a certains trucs que je ne connaissais pas. C'est vrai que la plateforme de checker d'interaction, on l'utilise au quotidien. Hein. C'est très rapide, c'est vraiment très, très intéressant. Mais il y a aussi beaucoup plus que ça. Il y a tous les documents que tu as montrés, les choses explicatives. Donc, vous avez tous la possibilité, durant vos vacances de Noël, entre Noël et Nouvel An, de passer quelques belles journées à passer à travers ce site de Liverpool. Merci beaucoup. Il nous reste encore 2-3 minutes. Je vois qu'il y a quelques mains levées. Est-ce qu'on veut essayer de donner la parole Albertine Kitiaka, vous aviez une question? On ne vous entend pas encore. Il y avait une deuxième main levée, c'était Sidi. Est-ce que Sidi avait une question? Peut-être c'est des mains qui sont restées levées depuis... En tout cas, vous pouvez... Voilà. Est-ce qu'on arrive à donner le micro à Albertine ou à Sidi? Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner. C'est pas grave. On avait une question. Je crois que c'était le tout début de ton topo où tu parlais de préservatif, qui n'était pas le moyen le plus sûr. Et Amadou nous demandait pourquoi tu penses pourquoi tu penses que vis-à-vis des autres méthodes de contraception, le préservatif était plus mauvais. C'était plutôt parce qu'on avait une utilisation qui n'était pas bonne dans les études. Alors, moi, je me base en fait sur cette étude qui a fait comparer les données de 23 pays différents et qui, si je compare le préservatif avec d'autres méthodes, c'est moins efficace. Donc, je pense que toutes les méthodes, finalement, il y a des préférences personnelles. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas... Le préservatif, on peut l'utiliser, mais il faut bien l'utiliser, c'est comme pour tout. Et si on l'utilise bien, en principe, l'efficacité est maintenue. Mais après, voilà, il y a des accidents qui peuvent se produire. Voilà, je pense que c'était plutôt ça. C'est vrai que tu as bien fait de me faire revenir sur ce point. D'accord. Parfait. Très bien. C'était vraiment très, très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé ta présentation et puis ça nous montre aussi qu'il faudrait qu'on essaye un petit peu aussi plus dans les Afranum futurs d'essayer d'intégrer un peu des tabelles de HIV Drug Interactions dans nos topos pour que les gens soient un peu plus habitués à voir aussi ces tabelles-là.